mon amour pour l'humour, entre grandes guillemets, et mon personnage, il est parti de là. Moi, je me suis toujours dit que ça allait être mon métier de rêve. On n'a qu'une vie, en fait. Je me disais, moi, ce qu'ils font là quand ils ont 40 ans, moi, faut que je le fasse quand j'ai 15 ans. Vraiment, j'ai pas peur de prendre des risques. Je me suis beaucoup inspiré de ma mère. J'ai pris un petit peu de mes deux parents, moi, je pense, sur ça. Il n'y a pas de truc bizarre. Il n'y a pas de truc bizarre, c'est vraiment... Tu vois, vas-y, reviens là, Marouge, arrête tes bêtises de stand-up, va travailler. Quand on regarde le public à vrai, c'est un public qui est naturel. Et il est entier, le public à vrai. Fais de l'impro, là. Là, c'est moi l'impro, là. Non, c'est moi l'impro. Je veux fonctionner à l'humain. T'es bon avec moi, je suis bon avec toi. Et je te donne même 10 fois plus que ce que tu me donnes. Surtout que là-bas, ça va vite. Hein. Demain, t'es là et demain, t'es là. Tu vois, c'était marrant hier. T'as loupé le coche. Ouais. Donc, c'est juste qu'il y a des gens qui sont comme ça. On peut rien y faire. Là, c'est bon, là, j'ai réussi. C'est bon, je peux dormir sur mes deux oreilles. Okay. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec Amar. Amar, c'est le créateur du LH Comedy Club au Havre. Cet épisode a été enregistré au sein du théâtre Le Normandie. Alors pour ceux qui suivent le podcast depuis le début, j'ai interviewé Jesse Spaidja, le propriétaire du théâtre qui est toujours en cours de rénovation. Lors de la première saison du podcast, c'était l'épisode 2. Je vais vous le remettre juste ici. Voilà, sur la vidéo, si vous voulez aller écouter ça. Bon, il n'y avait pas encore la vidéo dans la saison 1, mais vous pouvez écouter ça sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts et toutes les plateformes de streaming audio. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Je compte vraiment sur vous et aussi de vous abonner au compte Instagram. Je vous recommande de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Je vous souhaite de passer un agréable moment et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour Amar. Bonjour. Merci de venir sur le podcast. Merci aussi à toi aussi pour l'invitation. Ça me fait plaisir en tout cas. Amar, est-ce que tu peux, comme je le fais avec chaque invité, te présenter déjà un peu brièvement, savoir qui tu es et qu'est-ce que tu fais, et puis après on va revenir un petit peu en détail sur tout. Ok. Moi je m'appelle Amar, j'ai 21 ans. On m'appelle plus communément le maire de la ville ou Amar Escobar. Enfin ça dépend, il y a plein de gens qui m'appellent de façon différente un peu. Je fais du stand-up depuis mes 13 ans. De l'humour, de l'improvisation, enfin, on va en globaliser, on va dire vraiment de l'humour. Depuis mes 13 ans, je monte sur scène, au Havre, plus principalement au Havre, que au Havre en fait, pratiquement. Donc, globalement, Amar, ouais, c'est ça. J'ai une asso qui s'appelle Fédérado, qui est à la Marouge, que j'ai créée à mes 15 ans, qui est une asso de jeunes, où en fait, on fait des activités, des événements pour récolter de l'argent et ensuite prendre les gens. On est un petit peu en stand-by depuis le Covid parce que bon, j'ai plein de projets qui sont partis un petit peu de partout, donc gérer l'asso, gérer plus ça et mes différentes sources d'argent, on va dire, sources de revenus. Mon autre source de revenus, c'est l'entreprise qu'on a ouverte avec ma mère, qui est de rénovation, s'appelle Rénov Mola, qui s'est créée là, fin 2023. Ok, donc tout récent. Ouais, tout récent, vraiment. Quand je dis fin, c'est septembre, on va dire, à mon retour du bled. Donc voilà, j'aime beaucoup l'Algérie, je suis algérien. Donc je pense que là, T'es fier de tes origines? Toutes mes origines, je suis fier d'elles en vrai. T'as plusieurs origines. Je suis français, algérien, ouais, donc je suis né en France, mais je viens là-bas et je suis autant attaché là-bas qu'ici. Ouais. On va dire que quand je suis là-bas, au bout d'un moment, j'ai envie de revenir ici, et quand je suis ici, au bout d'un moment, j'ai envie de retourner là-bas. Donc c'est vraiment, c'est comme deux aimants en fait. Les deux s'attirent et les deux en fait s'opposent. Donc c'est vraiment, c'est deux pays qui me tiennent forcément à cœur. Après bon, avec la politique et tout, c'est un peu en ce moment, mais bon, j'ai envie de te dire, c'est pareil un peu partout dans le monde. Donc vraiment, on est bien où on est. Ouais. Quand je suis en Algérie, je suis bien. Quand je suis ici, je suis bien. Quand je suis au Havre, je suis bien. T'es bien là où t'es? Je suis bien là où je suis. Très souvent, là où je suis, c'est que si j'y suis, c'est que je suis bien. Ok. Donc voilà. Ok. Et pourquoi Amar Escobar ou le maire de la ville? Pourquoi ces surnoms-là? En fait, Amar Escobar, en fait, ça vient de... Quand j'étais au lycée, en fait, j'avais juste ma moustache. Ok, ouais, donc là... J'avais juste une grosse moustache, j'avais des gros boutons. Et c'était l'époque où Narcos était sorti. Et comme j'étais un petit peu toujours dans la comédie, j'imitais super bien Pablo Escobar. Je ferai pas un extrait. Tu vas pas faire une excuse? Non, je ferai pas une excuse d'Amar Escobar. J'ai 2-3 vidéos, mais faut vraiment pas qu'elles sortent. Je suis habillé en petite chemise hawaïenne, le nez un petit peu blanc et tout. Ouais. Enfin voilà, on va essayer d'éviter de mettre ces dossiers-là sur la table. Mais en gros, c'est mes potes de classe qui m'avaient appelé comme ça. J'avais envoyé une vidéo dans le groupe et le lendemain, je me suis retrouvé à me faire appeler par 30 personnes. Escobar, Amar Escobar, Amar Escobar. Et le maire de la ville, en fait, ça vient du fait que j'ai commencé entre guillemets l'entrepreneuriat et dans la vie associative très tôt, mes 15 ans. C'est-à-dire que les gens, très tôt, les gens de mon quartier, en général, ils ont vu que j'avais des réunions avec des élus, le maire des fois, ça dépendait. Du coup, ils ont commencé à me dire « Mais toi, en fait, t'es vraiment le maire de la ville, toi, en fait. Hein. » Et ils m'ont dit, depuis ce jour-là, depuis ça s'est resté là. En fait, après, moi, je l'ai mis sur mon Insta.
En fait, les gens ils sont vraiment pris à la chose et ils ont commencé à appeler vraiment le maire de la ville. Wesh le maire, bien. Après, j'espère vraiment pas croiser Edouard Philippe si tu passes par là. Il n'y a pas de concurrence. Hein, mais... Tu veux pas lui faire de l'ombre. Pas de l'ombre. Que les choses soient claires. Mais que les choses soient claires. Mais après, peut-être qu'un jour, dans quoi nous mène la vie, peut-être qu'un jour je serai maire aussi. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Pour l'instant, on gère d'abord ce qu'il y a en ce moment. Après, le reste, on verra. Ok, et comment t'en es venu justement à créer une asso à 15 ans? En fait, c'est parce que j'étais au centre social. J'ai toujours été proche des centres sociaux en général parce que j'aimais pas rester chez moi. C'est-à-dire que j'aimais pas rester chez moi et j'aimais pas forcément sortir parce que j'habite à la Marouge. Donc sortir, ça voulait dire prendre le tram, descendre, s'organiser, avoir une heure pour rentrer parce que chez moi il y avait un couvre-feu. Ça veut dire techniquement tu rentrais pas à cette heure-là. Bah, il y avait deux choix, c'est où tu rentrais pas tout court ou tu te faisais taper. Et il fallait pas se faire taper. Donc j'ai envie de dire c'était compliqué de s'organiser. Donc c'est pour ça que moi je prenais souvent cette excuse-là d'aller au centre social. Pour en gros justement que je sorte avec eux et que du coup derrière il n'y a pas d'inquiétude, ma mère s'inquiète pas, on va dire que je suis pas en train de faire n'importe quoi ou tout ça. Du coup c'est pour ça que on en est venu à là, c'était un animateur à moi qui s'appelle Sofiane qui avait proposé l'idée et du coup bien en tant que président, lui il m'a mis dans le projet, il m'a mis un truc sur le dos et il est parti genre pendant un mois après. Okay. C'est-à-dire je me suis retrouvé à gérer ça avec les différentes personnes du centre social La Fabrique, Satellite, Agemar pour ceux qui connaissent aussi, Enfin voilà, genre c'est vraiment, ça m'est tombé dessus un peu comme ça. On s'est retrouvés à faire les fêtes de quartier de la Marouge, différents événements, des barbecues solidaires. Donc le but, oui, c'est d'animer, de faire des animations dans le quartier, de récolter des fonds pour pouvoir redistribuer ensuite. C'est pourquoi comme cause. On va dire, au début, c'était vraiment, on faisait les fêtes de quartier, on vendait des canettes, des trucs un peu basiques, hein, vraiment, des canettes, on faisait des crêpes, des trucs vraiment assez, on va dire... Pas de grande innovation, mais c'était vraiment pour qu'on récolte de l'argent et que derrière on puisse faire des sorties, on va dire entre nous, pour que du coup on puisse se payer des meilleures sorties entre guillemets. Parce qu'à l'époque, je pense que ça n'a toujours pas changé, mais on va dire qu'il n'y avait pas beaucoup de budget sur toute l'année pour faire des sorties en mode trampoline park, tout le temps quoi. Il y en avait, mais nous on voulait vraiment faire plus parce qu'en soi, rester juste au centre social, c'était pas très marrant. Du coup, on faisait vite le tour en fait. C'est pas très grand, c'est pas non plus, il y avait pas de play à cette époque-là. Maintenant ils ont une play, grâce on va dire un petit peu à mon asso. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment, en fait c'est vraiment pour se donner les possibilités, les moyens, par exemple de faire des séjours, des voyages, vraiment à un petit peu plus gros budget. Et du coup, même moi, de mon côté, les personnes qui s'investissaient dans l'asso, ils payaient moins cher les sorties. Enfin voilà, ils avaient vraiment... Ils donnaient 1 euro, 2 euros, ils allaient au bowling et tout. Enfin voilà. Après, du coup, le Covid est venu, il a tout... après, forcément, ça a mis un stop à tout. Du coup, même moi, derrière, j'ai pas vraiment récupéré. Mais je suis en train de revenir tranquillement avec cet asso-là et essayer de redonner un petit peu de temps. T'as des projets aussi peut-être pour le futur c'est vraiment lié, même mes projets actuels avec cet asso, parce que ça reste intéressant. Moi, c'est de là où je suis parti, c'est de là où l'humour, mon amour pour l'humour, entre grandes guillemets, mon personnage, il est parti de là. C'est là où j'ai découvert un petit peu le monde, on va dire que c'est un peu comme ça. Parce que vraiment, il y avait plein d'activités, il y avait du MAO, musique assistée par ordinateur, on faisait des musiques, enfin, on faisait des sons, genre, tout ce que j'aime un petit peu au jour d'aujourd'hui, c'est parti un petit peu de là, du centre social, on va dire du monde associatif, parce que c'était une association de base, maintenant c'est sous la mairie, sous contrat avec la mairie, mais de base c'était une association, ça veut dire que vraiment tout est parti de là. Vraiment, j'ai commencé mes premières scènes avec eux, j'ai commencé mes premiers événements avec eux, enfin vraiment, je pense que ma personne, elle est partie de là. Après, il y a plein d'autres choses qu'ils ont joué, hein, mais vraiment, la personne que je suis aujourd'hui, je pense c'est vraiment venu de là. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement le fait d'être président d'une asso, etc. Même en termes de maturité, je suppose que ça t'a permis de grandir plus vite aussi dans ta tête. Ça m'a responsabilisé très vite en fait. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut me mettre n'importe qui devant moi et je peux m'adapter en fait, de n'importe quel type social, type ethnique, enfin n'importe quel âge, vraiment. Je m'adapte très facilement à la personne parce que justement, j'ai dû m'adapter très tôt à parler à des personnes qui ont 40 ans, 50 ans. Enfin, vraiment, ça m'a permis de grandir plus vite un petit peu dans la maturité et de m'y faire au monde qui m'attendait 5-6 ans plus tard au jour d'aujourd'hui, en fait. Donc, ça a été vraiment plus un fort en tant qu'humain, en tant qu'homme aussi. Donc, non, franchement, ça a été une très bonne expérience. Réellement, ça a été, je pense que ça a été peut-être même un tournant dans ma vie. Parce que justement, je gérais des personnes qui avaient peut-être 1 an de moins que moi, où on devait faire des événements, s'organiser, je devais leur envoyer des messages sur Snap, on avait un groupe. Donc c'était vraiment, il y avait une petite organisation, un petit truc qui m'apprenait, entre guillemets, le monde, tout ce qui est l'entrepreneuriat,
Et du coup, au moment où tu as créé cet asso-là, donc tu disais que tu faisais déjà un peu d'humour, depuis tes 13 ans, donc ça faisait déjà 2 ans que tu faisais ça. Est-ce que tu avais une idée, par contre, te dire plus tard, quand je vais être plus vieux, je vais faire ça comme boulot, ou est-ce que je vais faire vraiment que humoriste, c'est ça ma destinée, ou qu'est-ce que tu avais comme vision de toi, par exemple, 10 ans après? Moi, je me suis toujours dit que ça allait être mon métier de rêve, entre grandes guillemets. Mon métier où... Après, moi, je pars du principe où je veux de l'argent, c'est tout. Je veux pas comment, je m'en fiche, avec quelle façon, tant que ça reste dans le légal, bien évidemment. Ouais. Maman, si tu regardes ça. Il n'y a pas de truc Il y a bizarre. pas de truc bizarre. Donc vraiment, moi, je me disais qu'il fallait que j'ai de l'argent, parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est C'est tout. l'ère de la guerre. C'est même plus l'ère de la guerre, c'est au-dessus du l'ère de la... Il n'y a plus de guerre. Genre, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de guerre. Donc en vrai de vrai, ça a été vraiment, je me disais qu'il faut que j'ai de l'argent pour qu'entre guillemets, je fasse plaisir à ma famille, que je me fasse plaisir à moi. En fait, pas forcément que je sois millionnaire, milliardaire, vraiment juste que je me dis que si j'ai envie d'acheter quelque chose, je puisse l'acheter. Que j'ai pas de limite, cette limite-là de l'argent qui fait que, l'année prochaine, Noël prochain, on verra. Oui, t'as pas envie de devoir réfléchir, te dire est-ce que je peux le faire? Est-ce que je dois pas manger des pâtes pendant 6 mois pour m'acheter ça? Vraiment, c'est juste ça. Vraiment, je veux pas forcément devenir avoir tellement d'argent que je sais plus quoi en faire. C'est juste le minimum légal pour que je me dise si je veux ça, je l'achète. Si je veux pas, j'en veux pas. Mais vraiment, je voulais pas plus que ça. C'était vraiment, je me disais qu'il fallait que je fasse tout ce qui est possible en mon pouvoir pour, entre guillemets, avoir ce rôle-là dans ma famille qui est le mec qui a réussi un peu. Vraiment le mec déjà qui rend fier sa mère, entre guillemets, parce que c'est un objectif de ouf pour moi aussi, de rendre fier ma mère. Et aussi d'avoir cette possibilité de faire plaisir, entre guillemets, aux gens que j'aime autour de moi. Et d'avoir aussi des possibilités de faire tous mes projets sans problème de moyens financiers. Parce que c'est aussi pour ça que tu fais plusieurs projets. Ouais, c'est aussi pour ça, en fait, pour me diversifier. Et parce que je suis aussi un petit peu instable mentalement. Aussi un petit peu. Parce que je suis vraiment sur des choses qui n'ont rien à voir. Rien que sur mon parcours d'école, j'ai fait des trucs qui n'ont rien à voir. Par exemple, je suis passé du bac pro MEI, donc maintenance, à bac pro système numérique, tout ce qui est domotique, vraiment nouvelle technologie, à un titre pro tuteur. Ensuite, juste après, j'ai fait un bac plus 3 dans la com. Et là, actuellement, je suis dans une formation entrepreneuriat. Donc vraiment des choses qui sont... Choses très diverses. Ouais, très très diverses, parce que j'aime pas en fait rester sur la même place à chaque fois. Il Ouais. n'y a qu'une chose du jour, c'est l'humour. Ok, donc ça, c'est le truc sûr qui va rester. Voilà, c'est ma petite base. Mais après, j'aime beaucoup. En fait, j'aime tout. J'ai des idées d'ouvrir des restaurants, j'ai aucune limite en vrai. Ouais, je me mets aucune limite. Je me dis juste que je fais ce que j'aime sur le moment et dès que j'aurai plus envie, j'arrêterai, fin d'histoire. Ouais. C'est vraiment... on n'a qu'une vie en fait. Ouais, c'est ça. On n'a qu'une vie, donc si je le fais pas maintenant et que je me réveille dans 20 ans et que je me dis je devais le faire ça, j'ai oublié. Et je le regrette en fait, parce que derrière, au bout d'un moment, t'as plus le temps. T'as une vie de famille, t'as des enfants, ça court de partout. T'as pas les mêmes responsabilités, j'aurais pas les mêmes responsabilités dans 10 ans que je l'ai maintenant et comme j'avais pas les mêmes il y a 5 ans. J'ai toujours dit que moi, c'est pareil aussi, c'est pour ça que j'ai créé j'ai foncé dans l'assaut. Parce que je voyais toutes les personnes, tous les grands, on va dire, des hauteurs de Montrouge, Montgaillard, ils avaient tous des assos, sauf qu'ils avaient 40 ans. Je me disais, moi, ce qu'ils font là quand ils ont 40 ans, moi, il faut que je le fasse quand j'ai 15 ans. Comme ça, quand j'aurai 20 ans, je ferai ce qu'ils feront quand ils auront 60. Donc, vraiment... oui, donc tu as toujours eu un état d'esprit un peu comme ça, aller... j'ai pas peur. Vraiment, j'ai pas peur de prendre des risques, prendre des initiatives, quitte à ce que je passe pour un fou. Je suis souvent passé pour un fou, plein de fois, dans plein de situations différentes. Donc, non, c'était ma mentalité. Je me disais que ce qu'ils font les gens à 40 ans, il faut que je le fasse à 20 ans. Comme ça, quand j'arriverai à 40 ans, je serai tranquille. Tu vois, j'aurais fait ce que j'ai à faire, c'est bon... je peux dormir. Mon argent a fait que de rentrer, j'arrête de compter. Tu vois. Donc, et ça, c'est naturel d'avoir réfléchi comme ça, ou c'est quelqu'un qui t'a inspiré, je ne sais pas, quand tu étais jeune, ou c'est venu naturellement? Non, je pense que c'est venu naturellement. En fait, c'est le fait d'être inspiré par les grandes personnes sans forcément prendre le côté mauvais, prendre que le bon des gens, les meilleurs en fait, entre grandes guillemets. Donc, je prends vraiment exemple, je sais pas moi, qui je pourrais donner comme exemple d'aujourd'hui, mais on pourrait donner l'exemple d'Ismaël Abia. Ismaël Abia, Les Improbables, lui, c'est avec eux que j'ai commencé, moi, l'improvisation théâtrale, c'est eux qui m'ont tout appris. Ils avaient leur asso, ils faisaient des événements partout. Je me disais, mais en fait, comment il fait Et après, j'ai commencé à me parler d'associations, de Reda Boudjema. Là, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. Ok, je vais commencer. Je vais juste voir c'est quoi l'asso, je vais apprendre c'est quoi l'associatif. Comme ça, au moins, si demain, un petit peu plus tard, je voudrais ouvrir une vraie asso, un truc vraiment... lourd un peu, je me dirais ok, je sais comment faire, je sais où faire, je sais comment aller chercher de l'argent, je sais comment pas aller chercher débaucher des événements, enfin plein de... En fait, avoir tous les outils nécessaires pour que demain, un jour, si j'ai plus trop le temps de réfléchir,
je les ai déjà dans ma tête. J'ai pas besoin d'aller chercher, poser des questions, voilà. Ça va être tout déjà clair. C'est comme pour ça que je fais le truc entrepreneuriat maintenant. Donc vraiment, si demain m'en vient l'idée d'ouvrir une quelconque entreprise, j'ai tous les outils en main pour ouvrir une entreprise. Sans me casser la tête, sans avoir de problème à ouvrir l'entreprise, quoi. Enfin, tout ce qui est galère administrative, tout ça, quoi. Et juste avant de revenir un peu sur le côté humour, juste que je voulais que tu nous rappelles le principe de la boîte que tu viens d'ouvrir avec ta mère. C'est de la rénovation? C'est de la rénovation et de nettoyage de locaux. Ok. On est donc vraiment, on a plusieurs personnes qui peuvent venir nettoyer des locaux. On a des personnes qui font du placo, de la peinture, de l'enduit, du carrelage. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs. Moi, je suis plus en gestion, c'est-à-dire que je l'aide de loin avec ma formation, entre guillemets. Je me sers un petit peu de tous les exemples qu'il y a là pour prendre des exemples concrets pour comprendre ce que j'apprends. Okay. Donc, c'est ma mère qui a ouvert ça. Et elle est avec plein d'amis à elle, on va dire, qui travaillent dans les nettoyages de locaux. Enfin, en général, hein, du 1000 m² jusqu'au petit bureau. Donc, c'est vraiment ça le but pour l'instant. Et aussi, à côté, ma mère fait des gâteaux, enfin, elle fait plein de choses, sa mère. D'accord. Très polyvalente, aussi, vraiment très. Je pense que ça vient de là aussi. Hein. Ouais. Je pense que ça vient du fait que même mon côté, enfin, je me suis beaucoup inspiré de ma mère. J'ai pris un petit peu de mes deux parents, moi, je pense, sur ça. C'est-à-dire que j'ai un père qui est pas très froid, mais plus très stoïque, tu vois. Pas très émotionnel. Il sait rigoler, mais c'est tout. Voilà, tu vois, il fait pas plus, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il s'arrête à là. Donc ça veut dire que j'ai pris tout le côté de mon père sur ça, on va dire. Qui sait se tenir, sait rester sur une place et ne plus bouger, sans forcément se faire remarquer tout le temps, on va dire très calme. Et tout le côté de ma mère qui est la générosité, toujours aider les gens quand tu peux les aider. Peut-être même si tu vas te faire douiller à la fin, tu sais pas, mais voilà, enfin, avoir le cœur sur la main, on va dire. Tout ce côté, avoir le cœur sur la main, aider les gens, être curieux aussi, la curiosité et la débrouillardise surtout. Parce que je pense que dans ce monde, surtout en France, il n'y a pas plus débrouillard que les mamans en général, hein, en vrai de vrai. Sans elle, il n'y a rien, donc j'ai envie de dire, c'est vraiment, je pense, un exemple à prendre en général. Les mamans, c'est quelque chose. Être maman, c'est quelque chose. Mais tu en as parlé beaucoup de fois de ta mère depuis le début, donc on voit que c'est important. C'est important parce que c'est pas facile d'être maman, voilée, en France, avec 5 enfants. 5 enfants qui sont pas très très faciles en général. Donc je suis plus grand. Donc même moi en tant que grand frère, c'est pas aussi facile d'avoir des petits frères parce que en fait tu te rends compte comme quoi, est-ce que ta mère quand elle te crie dessus quand je fais des bêtises, ça te revient sur toi aussi maintenant que tes petits frères parce qu'ils font des bêtises. Donc c'est vraiment en fait, je comprends. Plus je grandis, plus je comprends en fait que d'être maman. T'as compris les difficultés qu'elle a pu avoir. En général, hein, parce que je sais qu'en général, les mamans des quartiers en général, c'est compliqué, tu vois, parce que tu fais des enfants, mais comme tu es dans un quartier, tu sais pas forcément ce qu'ils vont finir, tu vois. En vrai de vrai, à partir d'un certain âge, c'est plus toi qui contrôle ça. Je dirais 11, 12 ans, 11, 12, 13 ans, à partir du moment où ça arrive au collège, après, c'est fini. Pour gérer la gestion, on va dire, la gestion des fréquentations, tout ça, c'est vraiment un choix. Après, derrière, c'est mentalement. Moi, je sais que j'ai jamais été dans cet esprit-là de faire des bêtises, j'en ai fait. Je dis pas que j'en ai pas fait. Et de faire des bêtises, traîner, tout ça, on va dire que même ma génération, je pense que c'est générationnel plus ça. Je pense que c'est vraiment ma génération en général. On a vite eu cet esprit-là, tu sais, de sortir, de découvrir le monde, de voir autre chose. En fait, mentalement, on n'était pas comme ceux d'avant, les anciens, tu sais. C'était pas la même époque, tu vois, rien que dans l'ouverture du monde. Au jour d'aujourd'hui, on peut aller partout et se faire accepter entre guillemets partout. Il y a 30 ans, c'était pas vraiment pareil. Hein. Les gens de quartier, c'était les gens de quartier, les gens d'en ville, c'était les gens d'en ville. Donc, j'ai envie de dire, c'est quelque chose où, quand t'es maman et que tu laisses tes enfants comme ça dans un quartier un petit peu à lourd passif, on va dire comme ça, tu sais pas vraiment ça va être quoi la suite. Donc c'est pour ça que je pense que ça a été un gros travail de ma mère qui a jamais lâché. Mais genre vraiment, elle a jamais lâché dans le sens où ma mère était peut-être tous les jours au collège. Genre les gens du collège, genre les secrétaires, l'administration, les surveillants, ils la connaissaient tous. D'accord. Ils la connaissaient tous. Elle était là pour regarder un petit peu ce qui se passait. Pour venir pour moi, parce qu'elle l'a convoqué, sauf que ma mère, c'était plus des convocations, un appel, elle venait. C'est elle qui se convoquait toute seule. C'est elle qui se convoquait toute seule. Auto-convocation, elle venait, bonjour. On fait une réunion ce soir. Vraiment. Ah non, vraiment, elle rigolait pas du tout, ma mère, sur ça. L'école, tous les jours, il y avait un seul problème, elle venait. Et moi, le surveillant, il me disait tout ça, tu veux qu'on appelle ta mère? C'est en soi, vous n'avez pas besoin de l'appeler. Hein. J'envoie un message, elle vient en vrai. L'appelez pas. Juste un message, elle vient, elle sait ce que. Oui. Donc vraiment, c'était vraiment. Il y a eu un gros suivi sur ça pour que justement ça dérive pas à gauche à droite dans des bêtises, dans des fréquentations assez bizarres. Donc c'est pour ça que je disais comme quoi c'était compliqué aujourd'hui d'être maman, surtout encore plus maintenant avec les réseaux et tout ce qui se passe et tout. On va dire que l'influence maintenant elle est différente.
C'est plus les fréquentations, maintenant c'est rien que TikTok. Ouais. On le voit sur TikTok. Hein, C'est encore plus dur à gérer parce que. C'est plus dur à gérer parce que là, c'est dans le lit le soir. Avant, c'était les Nintendo DS. Ouais. Maintenant, c'est les téléphones le soir. Donc, j'ai envie de dire que c'est encore plus compliqué maintenant à gérer avec les nouvelles générations. Mais ça a toujours été compliqué, on va dire. Et toi, en tant que grand frère, justement, est-ce que justement tu as un regard sur tes petits frères ou petites sœurs? Je sais pas si Ouais, non, j'ai que des petits frères. Moi, j'ai des petits frères. Est-ce que justement tu as un regard sur comment ils se développent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Est-ce que tu. Moi, j'ai même pas besoin en soi. Non. Au jour d'aujourd'hui, avec entre grandes guillemets, l'influence que j'ai, les gens que je connais, les gens me rapportent tout. J'ai même pas besoin de me casser la tête à surveiller, genre à regarder moi. C'est les gens, ils m'appellent, ouais, j'ai vu ton frère là, il est là. Viens voir, il est là. Et quand je viens, il est vraiment là. Tu vois, donc, j'ai plus besoin de me casser la tête, on va dire, à réfléchir, mais j'essaye aussi d'avoir ce rôle de grand frère qui est compliqué. Après, moi, de mon côté, j'ai fait mon rôle, d'avoir on va dire, cette vie pour l'instant correcte. Pour justement que derrière ça suit, très souvent on dit que ça suit, c'est le grand frère qui fait la première. Bah souvent, oui, t'as envie de faire comme le plus grand. Voilà, ça, t'as envie de faire comme le plus grand. Et de toute façon, je le vois comme quoi mes petits frères, ils ont envie de faire des assos aussi, enfin, faire des sorties vraiment de. Pas être dans ce délire-là, un petit peu quartier malveillant, on va dire. Ouais, c'est cool. Donc vraiment, ouais, non, j'ai une dynamique. Ouais, c'est après, on est loin de rien, hein, tu vois. Oui. On est loin de rien, mais après, on touche du bois, comme qui dirait certains. C'est vraiment, c'est plus de notre temps. Moi, comme je parlais la dernière fois avec des potes à moi, je disais que c'est plus de notre temps. Tout ce qui est quartier, prison, tout ça, c'était bien beau quand il y a 30 ans, quand il n'y avait pas de taf. Les mecs qui trouvaient pas de taf parce que ça venait de la Marouge, ça venait du Montgaillard. Voilà, tout était fermé pour eux. Aujourd'hui, t'as plus le temps. Aujourd'hui, t'as 21 ans, t'as 20 ans, t'as la vingtaine, tu t'es en prison, tu fais des bêtises. T'as rien compris à la vie. Ouais. Tu vois, je veux pas faire le bienfaisant, je veux pas faire le mec qui fait des. Non, mais pour toi, aujourd'hui, il n'y a pas, entre guillemets, d'excuses pour. Il n'y a plus d'excuses. Aujourd'hui, la personne. Ne pas pouvoir réussir. C'est ça. Aujourd'hui, la personne qui va me dire qu'elle a fait des bêtises parce qu'elle n'a pas le choix, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe plus, on a le choix de plein de choses. T'as le choix de plein de choses. Tu vois, genre, tu peux aller travailler, tu peux entreprendre, Aujourd'hui, c'est plus les mêmes barrières qu'on a en fait. On va dire, la seule barrière, c'est. Ok, demain tu viens en jogging à un entretien, ok, c'est normal que tu n'étais pas pris. Par contre, tu te donnes les efforts, tu te donnes les moyens pour réussir. J'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, tu peux le faire. Au jour d'aujourd'hui, il faut que j'arrête de dire ça. Non, on a tous des mimiques. Hein. Non, mais c'est pas français surtout. C'est vraiment pas français. On m'a fait la remarque au moins 10 fois cette semaine. C'est vrai. Faut vraiment que j'arrête. C'est un tic verbal de ouf. Dites rien dans les commentaires. Non, dites rien. Genre les gens au jour d'aujourd'hui. Bon, et puis, l'humour. Alors, à quel moment, donc t'as 13 ans, Ouais. comment ça vient l'humour? Tu vois quelqu'un, tu regardes un humoriste, Bah, en fait, de base, j'avais commencé, si je dis pas de bêtises, encore plus tôt. Je devais être en 6e, peut-être un an plus tôt. C'était avec Madame Cognard, si je dis pas de bêtises, à Jean Moulin, qui c'était une classe théâtre. Je l'avais intégrée. Et en gros, j'avais bien aimé, parce que carrément, j'étais passé sur France 3 et tout. Mon premier buzz. Mon premier buzz sur France 3, j'étais tout petit, interview, tout ça. Parce qu'on avait fait, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était Le Malade Imaginaire. Je crois que c'était Le Malade Imaginaire, la première scène de théâtre que j'avais fait. Ça se retrouve, ça? Je pense que ça se retrouve. Ça se retrouve. Ouais, je pense qu'il faut aller sur le site de Jean Moulin, je pense qu'il y a encore. S'ils n'ont pas réinitialisé, alors je pense que ça se retrouve facile. Parce que je l'ai déjà retrouvé il y a 2-3 ans, la vidéo. Et franchement, je pense que ça se retrouve facilement. Mais il faut réécrire et tout, Le Malade Imaginaire, 6e. Ouais. Ça devait être dans les années peut-être 2015. Ouais, peut-être avant même encore. Donc ouais, ça a commencé comme ça. Et ensuite, peut-être un an après, pareil, le centre social, ça s'appelait le Satellite encore à cette époque-là. Ils proposaient une semaine d'initiation à l'improvisation théâtrale. Moi, comme j'y étais tout le temps, en vrai, ça me dérangeait pas, j'aimais bien. Moi, j'aime bien découvrir des choses. J'ai toujours été un petit peu curieux sur ça. Donc j'y vais, je rencontre Bastien Lemoine. Bastien Lemoine, qui faisait partie des Improbables à cette époque-là. Personnage de dingue. Vraiment rouquin, avec une tête un petit peu foufou, tu vois. Genre vraiment, la connexion s'est faite directement. Donc ça a très bien matché. On devait faire, si je ne dis pas de bêtises, après les 2 semaines d'initiation, on avait une semaine et une semaine. Après les 2 semaines, on devait jouer au THV. Enfin, tous les parents, il y avait 800 personnes. On joue au THV, tout se passe bien. Enfin, je fais ma semaine, ça se passe super bien. Je joue au THV. Et si je dis pas de bêtises, je crois que le soir même, Bastien, il me rappelle, il me dit « Ouais, si tu veux, demain, il y a les gens de Coquerie qui jouent à l'Atrium. » Parce qu'en fait, il y avait plusieurs secteurs. Okay. Il y avait Coquerie, il y avait le quartier... Ils faisaient ça dans tous les différents centres sociaux des différents quartiers sociaux. Il y avait peut-être 6-7. Donc, il y avait peut-être 30 enfants. 30 enfants à jouer, 30 pré-ados à jouer sur scène. Donc, en gros, on fait le THV. Et le soir, il me rappelle, il me dit « Ouais, si tu veux, il y a l'Atrium. Les personnes de l'Atrium, ils jouent à l'Atrium si tu veux venir jouer. » C'était ma deuxième fois, alors ça veut dire deuxième fois en 2 jours à peine. Je commençais déjà à être surbooké. Je joue à l'Atrium, ça se passe super bien.
Et pareil, j'ai kiffé de ouf. Et derrière, on a un petit peu gardé contact, même si j'avais 13 ans. Vous inquiétez pas, Bastien, il n'est pas. Il n'y a pas de truc Il n'y a bizarre. pas de truc bizarre, c'est vraiment. Il n'y a rien de bizarre. Donc peut-être après, peut-être les quoi, je dirais peut-être 6-7 mois après, t'as les improbables qui ont acheté un bus où en gros ils ont aménagé dedans une salle de spectacle. Donc il y a peut-être 15-20 places, je pense. 15-20 places. Et ils faisaient le tour de tous les quartiers. Ils appelaient ça le village itinérant, je crois, un truc comme ça. Je crois, c'était quelque chose comme ça. Et on jouait dedans, en fait. À chaque fois, dans tous les quartiers, ils m'appelaient. On avait une petite team un petit peu de chaque personne de chaque quartier. On jouait dedans, vraiment. On faisait que ça. Donc c'est toi qui écrivais tes textes C'est de l'impro. Ah oui, impro. C'était que de l'impro, c'était full impro. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé que de l'impro. J'ai pratiquement pendant plus de 6-7 ans que de l'impro. Ok. Et après, j'ai commencé. Moi, même au jour d'aujourd'hui, j'écris pas encore vraiment. C'est vraiment, j'arrive avec des sujets et j'improvise dessus. Une fois sur deux, je m'enregistre quand j'oublie pas. Mais et des fois, j'écris par rapport au blagues, ça a marché, mais c'est vraiment que de l'impro d'aujourd'hui. Okay. Je sais pas, j'ai pas encore cette petite touche d'écrire mes sketchs. Mais maintenant, comme j'ai investi beaucoup. J'ai acheté un iPhone 15, un appareil photo, j'ai acheté plein de choses pour me filmer, donc ça veut dire je vais commencer à écrire réellement. En gros, au jour d'aujourd'hui, c'était. Oh, au jour d'aujourd'hui. Encore. J'ai dit 3 fois, je vais me rendre compte. Donc, en gros, non, j'écris pas pour l'instant. Donc, c'est vraiment que de l'impro, j'ai commencé comme ça. J'ai envie d'écrire, parce que ça reste quand même la base du stand-up, d'écrire. Mais je m'en sors très, très bien en impro. Donc, j'ai pas forcément plus envie que ça d'écrire. C'est pas si tu ressens pas le besoin, il y a pas vraiment le besoin, on va dire. Moi, la d'intérêt. scène, c'est instinctif. N'importe où je suis, je peux monter sur scène. Vraiment, quelqu'un, combien de fois, mais il y a plusieurs événements, des personnes que je connais. De base, j'étais totalement pas prévu. Et quand j'étais avec Pilou, gros big up. Quand j'étais avec Pilou, je le connaissais pas. Je suis arrivé le soir pour le rencontrer, il y avait une scène qui était juste là. Et le mec qui organisait, il est venu me voir, il m'a dit est-ce que tu veux jouer? Je lui ai dit vas-y. C'est parti. Et à ce moment-là, t'as aucun stress? Non, c'est pas. Moi, je pense que j'ai le stress juste avant de monter. Vraiment, aux 3 premiers pas avant de m'arrêter. Et après, dès que c'est lancé, c'est fini. Je suis parti. C'est comme si je parlais avec des potes à moi. En général, genre vraiment, le stress, je vais pas dire que je le ressens plus, mais je pense que le plus gros stress, parce que c'est le public pour moi le plus compliqué, ce sera le jour où je jouerai dans mon quartier. Là, aujourd'hui, c'est des gens de la ville, je sais qu'ils vont être bienveillants et tout, mais je sais que le jour où je vais jouer avec des personnes qui sont en face de moi, des gens de quartier, ça va être jugement de ouf. Tu vois, ça va être jugement, ça va me regarder en mode t'es marrante, hein. Tu vois, vas-y, reviens à la Marouge, arrête tes bêtises de stand-up, va travailler. Tu vois. Donc je pense que ça va être là, ou devant ma mère. Et mes parents. T'as jamais joué devant mes parents? Je crois que la première fois que je jouais c'était à 13 ans. C'était au THV. Et depuis, depuis, je crois plus jamais depuis. Je crois, en tout cas, je suis pas au courant, on me l'a pas dit. Mais ils sont peut-être venus sans. C'est possible, hein. C'est possible, mais non, franchement, je crois que depuis que j'ai plus jamais joué dans mes parents. Encore moins dans mon père. Devant ma mère, c'est déjà un niveau de stress, mais dans mon père, c'est encore autre chose. Parce que là, vous allez voir, j'ai plus dire des mots en français. Je parlais qu'en arabe. Je peux pas dire des bêtises. Donc du coup, tu as commencé des fois avec les improbables. Ouais. Et du coup, tu en viens à ce projet que tu crées là, en ce moment. Actuellement, ouais, depuis Donc, le LH Comedy Club. Le 16 décembre. Exactement, 16 décembre. Donc ouais, le LH Comedy Club. Donc c'est quoi le LH Comedy Club? En gros, le LH Comedy Club, parce que on va dire que j'ai 2 temporalités dans mon projet. J'ai la temporalité première, qui est de créer des plateaux de stand-up. Donc avec le LH Comedy Club, dans plein de lieux différents, comme là on a une date en Normandie, le 8 février, si je dis pas de bêtises. On a une date en Normandie. J'ai le Hype. Enfin, j'ai plein de lieux comme ça, le bistrot, la petite rade pour cet été, tout se passe bien. Et dernièrement, il y a le The People qui s'est débloqué aussi. Donc c'est vraiment, en fait, dans plein de lieux différents. J'essaie de prendre les lieux les plus instagrammables possibles. Vraiment. Des lieux sympas. Le but, c'est aussi que ça colle aussi. Si les gens filment ou les gens prennent des photos et tout, que ça soit beau. Je peux pas prendre dans un taudis fermé entre 4 murs, vraiment. Donc non, en gros, c'est vraiment, j'essaie de chercher des lieux atypiques, cool, ou dans l'histoire aussi, comme le Normandie. Donc, et ensuite, de ramener des humoristes. De différentes contrées, Rouen, Caen, Paris, Dieppe, s'il y en a, je sais pas. Ils m'ont pas encore contacté. Mais vraiment, de ramener des personnes de plein de milieux différents un peu. Même des personnes qui veulent se lancer. Moi, ça me dérange pas, j'ai aucun complexe avec ça. Ça me dérange pas. Là, par exemple, j'ai une fille qui m'a contacté hier, qui voulait essayer. Je dis, écoute, tu me dis quand? N'importe quel jour, tu viens, tu joues.
Moi, ça me dérange pas, je te laisse 5 minutes, en vrai, ça change pas grandement mon. Et toi, derrière, tu te fais ton petit kiff et peut-être que derrière, ça peut vouer à une grande vocation. Donc le but, c'est d'avoir un groupe d'humoristes qui reste toujours le même ou vraiment ça tourne? Non, vraiment changer. Moi, parce qu'au Havre, pour l'instant, on va dire, il y a un petit groupe, il y a 2, 3, on va dire, allez quoi, 5, 6 personnes qui font ça sur le Havre et qui commencent, on va dire, à bien gérer les choses, à se former au stand-up. Mais c'est pas, on va dire, assez pour, on va dire, des plateaux. Parce que faire 5 fois le plateau dans le mois, si sur 5 fois, c'est pratiquement les mêmes blagues, c'est compliqué parce que dans un stand-up, ça se travaille. Ça, allez, quoi, en 10 minutes, ça peut se travailler sur 4 mois, 3 mois, sur peut-être 100 scènes, pour que ce soit un truc vraiment top et bien. Sauf que si tu bouges pas et que tu fais ça qu'au Havre, bah, c'est compliqué de faire ça sur les mêmes plateaux à chaque fois sur le LH Comedy Club. Donc c'est pour ça que j'essaye tout le temps de changer, de ramener des humoristes différents. Et pourquoi pas de remettre quelqu'un du Havre, en général, toujours, j'essaie de mettre toujours une petite référence du Havre, donc soit ou moi, je serai toujours en MC normalement, ou quelqu'un qui vient du Havre et qui peut refaire ses blagues. Et en soi, j'espère que ce sera jamais le même public, parce que c'est justement ça le but que j'ai fait de prendre plusieurs lieux de plusieurs endroits différents de la ville. C'est vraiment de jamais toucher un petit peu le même public. Après, je suis même sûr que ce sera un petit peu chaque fois le même public, parce que c'est toujours les mêmes gens qui sortent. Malheureusement. Mais normalement, mais le but, c'est de faire. Ma com est faite en sorte pour que je touche tout le monde. C'est vraiment ça l'intérêt. Même des gens de quartier qui descendent. Enfin, vraiment, je veux que ce soit super éclectique, ce sera bien cosmopolite. On va vraiment des gens de partout, genre de plusieurs origines. J'ai aucun complexe avec ça. Vraiment de me dire, je veux pas renfermer ça dans un lieu où les gens de base fréquentent pas. J'ai pris que des lieux pratiquement où c'est ouvert à tous. On va dire, c'est pas un esprit, c'est pas un monde, c'est pas une famille comme lieu. Il y a des lieux un petit peu inclusifs au Havre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Qui sont vraiment, c'est les habitués qui y vont. Quand t'es pas trop habitué, les gens te regardent bizarre. Vraiment de choisir des lieux où tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Il n'y a aucune limite. Et même la plupart de mes spectacles qui seront gratuits entre parenthèses, parce que ce sera sur entrée sur consommation, parce que bien évidemment, il faudra que les bars aussi ou les lieux qui m'accueillent mangent un petit peu quand même, c'est important. C'est donnant-donnant. Oui, donc c'est ça en fait. Le concept, c'est tu as une date. En fait, du coup, c'est gratuit. En fait, tu prends une conso sur place. Tu prends une conso sur place. En fait, c'est vraiment tu rentres sur conso. C'est-à-dire en rentrant, juste avant de t'asseoir, tu prends un petit verre. Enfin voilà, ça participe, on va dire déjà à ce que le patron il mange le pain que tu dois manger, parce qu'il nous accueille déjà, c'est déjà et gratuitement en plus. Et en plus de ça, derrière, tu prends ton verre. Après derrière le spectacle commence direct, quoi. Donc c'est pour ça que même on va dire dans le spectacle, il y aura des entractes, on va dire même pour que les gens se rencontrent entre eux, qui discutent, ça peut vouer à plein de choses en fait, ce genre d'événement. Donc tu limites le nombre de personnes en fonction des lieux, ou c'est par exemple maximum, je sais pas, 20 personnes par lieu, ou 30 ou... C'est vraiment par rapport à la capacité. Ouais, ça dépend. Par exemple, là, le Normandie, si je dis pas de bêtises, on avait dit que c'était un 40 personnes, 50 personnes maximum, bien serré. Mais ça dépend vraiment des lieux. Par exemple, au bistrot, on est plus sur un 60-70 personnes assises. Avec quelques personnes debout, on peut monter jusqu'à 120. Donc, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, 120. Le high pour des pareils sur 40-50 personnes. Le The People, avec le rooftop en ouvert, on peut aller, je crois, jusqu'à 100 personnes. Ouais, donc ça dépend vraiment des lieux. Du lieu, ouais. Après, moi, le but, c'est pas que je fasse des grandes salles. Sinon, ce serait pas vraiment du stand-up. Parce qu'il faut que ça garde ce côté cocooning. Ouais. Vraiment, où les gens ils sont entre eux à moitié collés, c'est à moitié, c'est le mec qui n'a pas la jambe sur l'autre. Vraiment, que ça garde un peu vraiment ce côté cave un peu. Parce que ça part de là, ça part des caves, on va dire, les comedy clubs. Ça part vraiment des petits endroits un petit peu cloistrés, mal ventilés, il fait chaud et tout. Mais bon, j'essaie quand même de mettre les gens dans un confort où ça va, ils sont mieux que dans une cave. Quand même. Ouais, donc c'est plus à l'aise. Ouais, non, franchement. Et toi, ton rôle du coup d'organisateur, du coup, tu vas pas du tout faire de scène, toi ? Si, totalement. Mais moi, je serai en MC, en maître des cérémonies. Okay. Ça dépendra des scènes. Des fois, je jouerai, des fois, je jouerai pas. Mais moi, je jouerai tout le temps, en fait. Parce que si je fais maître de cérémonie, je suis quand même là en train d'animer, parce que c'est moi qui chauffe le public et tout. Oui, donc il y aura forcément... Il y aura du Amar Escobar dans la scène, quand même, malgré tout. Mais je veux quand même laisser place aux gens qui sont là. Je veux pas non plus me dire qu'à chaque fois que j'en vienne, ils voient que moi. C'est un petit peu, le but, c'est de mettre en avant tout le monde, en fait. Tout le monde, et surtout qu'il n'y a pas d'inégalité. Parce que même quand je suis MC, je prends du temps sur scène. Et très souvent, en tant qu'humoriste, on se donne 10 minutes par artiste. Si je prends les 10 minutes et je prends mes passages sur scène en tant qu'MC, je peux faire 20-30 minutes et moi, ça peut être très frustrant pour les gens. Oui. Parce que je peux prendre toute l'ambiance. En fait, je dis pas que je suis super marrant, je dis pas que je suis pas du tout super marrant. Mais je dis que surtout, qu'en fait, il y a des personnes qui vont jamais te le dire. C'est-à-dire qu'ils vont juste dire « Ah, Amar Escobar et tout, le mec du Havre, là, il fait 20-30 minutes, et nous, on lui laisse 10 minutes. » tu vois.
Et je veux pas ça. Moi, j'aime pas les non-dits, je préfère qu'on se dise les choses directement. Et pour justement éviter qu'on se dise des choses, il n'y a rien à dire. Tu vois, comme ça, au moins, on fait tout pareil. Tout le monde est content, tout le monde rentre chez lui, les gens, ils ont rigolé. Enfin, voilà, genre. Sans plus ni moins, quoi. Vraiment, concept assez simple. Même dans ma com, je suis très très simple. Vraiment, j'essaye d'être le plus naturel possible. Parce que j'ai vite capté comme quoi ça servait à rien de mentir. Aujourd'hui, sur les réseaux, les gens, ils aiment bien mentir. Tu sais, rajouter un petit peu d'étoiles, des trucs plus pro. Le qu'en vrai de vrai, quand on regarde le public à vrai, c'est un public qui est naturel. Et il est entier, le public à vrai. Il aime pas, il aime pas. Il aime pas. C'est pas il aime pas. Il aime pas. Il aime pas. Il aime pas, il aime pas. Ça veut dire qu'en mode. Je le dis beaucoup aussi en mode. Tu te rends compte en fait? Je me rends compte en me réécoutant. Comme ça. Ah non, vraiment, je me rends compte de ouf. Je disais que le public carré, en fait, il était entier. Il est très, très. Ils ont des principes et des valeurs et beaucoup de fierté, tu vois. Ça veut dire que même moi, j'avais joué à un moment à une époque avec quelqu'un, et cette personne-là, en fait, elle avait trop le concept de l'argent. Ça veut dire qu'il faisait le chapeau à la fin. Le chapeau, c'est pour un petit pourboire pour les artistes, pour que vraiment ils puissent. On va dire, si par exemple les gens viennent de Paris, que ça puisse combler pour que justement ils payent rien, parce que moi c'est ça le concept aussi, c'est que les gens, et c'est le concept de Pilou aussi, enfin c'est vraiment le format qu'on s'est donné pour le Havre, pour que les gens ils viennent dans une ambiance un petit peu où ils n'ont rien à payer. À Paris, il y a plein de comédie clubs où il faut payer la salle carrément. Pour jouer dedans, il faut payer. Si tu ramènes pas assez de monde, c'est toi qui payes le manque de personnes. Donc ici, on est plus dans le truc du tu viens mais tu sors pas d'argent. T'es pas là pour devenir riche, mais tu sors pas d'argent de ta poche. Si tu peux en gagner un peu, tant mieux. Mais dans tous les cas, tout ce qui est défraiement, VHR, enfin, on essaie de faire en sorte que les personnes qui viennent de Paris, connues comme pas connues, c'est pareil, on prend les mêmes personnes comme chacun est, qui viennent et qui vraiment, qui se sentent bien en fait, qui sentent que le Havre c'est cool. C'est pas juste des galets ou Édouard Philippe. J'ai deux questions, Amar. La première, c'est justement les gens qui te contactent pour éventuellement passer sur scène. Est-ce que tu fais Enfin, je sais pas, tu regardes un petit peu ce qu'ils font ou pas du tout? Ça dépend. Ça dépend parce qu'il faut quand même regarder parce que demain, si le mec vient ici et me fait un truc de fou, derrière les gens vont pas l'incriminer lui, ils vont me voir venir. Oui, ils vont avoir moi. le nom du LH Comedy Club. C'est LH Comedy Club qui. Donc je regarde quand même un peu, je regarde. Une présélection, quoi. C'est ça, mais sans forcément de jugement. C'est vraiment juste me disant est-ce que son contenu peut plaire au public à vrai. C'est plus ça. Par exemple, il y a des gens qui font que des blagues sur Paris. Je suis pas sûr que les Havrais connaissent tous Paris. Enfin, comme les Parisiens. C'est vraiment ça. Donc après, moi, je parle avec les personnes très souvent. Les gens qui me contactent, je leur parle avec eux, c'est-à-dire que je parle carrément vraiment pendant mon temps et je fais des vocals directs. Aucun professionnalisme, rien. Ouais, je bien ou quoi? Vraiment, tranquillement, non. Tu veux venir? Vas-y, juste envoie-moi des captations. Parce qu'on appelle ça des captations, les petites vidéos. C'est vraiment juste pour se mettre une idée sur la personne et même tu lui demandes à la personne. Toi, c'est quoi ton type d'humour? Est-ce que c'est plus humour noir, c'est plus communautaire, c'est plus. Enfin, t'as plusieurs types d'humour et. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'humour noir, tu peux pas mettre 4 personnes qui font de l'humour noir. À part si le contexte. Il faut diversifier. Même ce serait trop pour les gens. Si c'est un contexte familial où les gens ils viennent, t'entends que des censures à chaque fois, bip, 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 quand t'en as 4 comme ça, c'est vite chiant. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire son orga, on va dire, sa line-up, pour que derrière les gens en fait ils viennent et que ce soit plaisant vraiment. Mettre un petit mec qui fait à la fin humour noir, ça choque pas, ça gêne pas. Même c'est bien pour finir, parce qu'au moins ils se disent ok, on a eu le plus fou à la fin, on peut rentrer chez nous, c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc non, c'est important quand même de regarder avant pour vérifier, parce que malheureusement tout le monde n'est pas bon. Ça faut le dire aussi, faire déplacer quelqu'un de Paris et qu'il n'est pas très bon, c'est pas intéressant ni pour moi, ni pour lui, ni pour personne. On n'est pas là pour faire des flops. J'ai envie de dire, même si en soi il n'y a pas de jugement, mais je suis pas là pour que je te pète la honte ou n'importe quoi. Et même il y a plein de gens. Ouais, c'est ça en fait. C'est pour lui comme pour moi en fait. Parce que derrière, il y a des gens peut-être qui vont payer. Par exemple ici, les entrées sont payantes parce qu'il faut soutenir le projet. Forcément, ce sera normalement une de mes seules dates où ce sera payant. Mais c'est pour vraiment soutenir le Normandie pour la rénovation. Donc faut quand même avoir une certaine prestation, on va dire. Même des fois, il y a des lieux qui payent la prestation, ils nous rémunèrent nous directement. Donc, je demande un minimum, on va dire, sur les personnes. Après, je suis vraiment pas dans le jugement de me dire, ok, je suis producteur, je suis Jamel, maintenant, ok, c'est moi qui boucle les gens, c'est moi qui me dis, toi t'es nul, toi t'es fort. Non, c'est vraiment le minimum. T'es marrant, t'as un bon personnage qui peut coller avec les gens du Havre. Ok, ça roule, bien. Ça passe. Ça passe, genre vraiment, c'est au feeling après, beaucoup aussi. C'est beaucoup au feeling.
C'est-à-dire que quelqu'un, moi je vais essayer de parler avec lui, dire même qu'il m'ajoute sur mon compte perso et qu'on discute vraiment et on voit comment ça se passe, on va dire, entre nous premièrement. Parce que j'aimerais pas que quelqu'un vienne ici et qui me fait la tronche de la gare jusqu'à ici, genre c'est pas marrant. Donc c'est pour ça que vraiment je fais à l'humain. Moi je marche beaucoup à l'humain. C'est comme j'ai dit à tous les propriétaires des bars. Hein. Moi je dis je suis pas là pour l'argent, je suis pas là pour devenir millionnaire, je veux fonctionner à l'humain. T'es bon avec moi, je suis bon avec toi. Et je te donne même 10 fois plus que ce que tu me donnes. Et à l'inverse. C'est généreux. Ouais, c'est vraiment en fait, c'est d'être le plus humain possible. En tout cas, le meilleur de l'humain. Le reste après, c'est que du plus, c'est que du bonus. C'est pas obligatoire. Encore 2 questions qui me viennent avant de te poser les questions fatidiques sur le thème du podcast. Première question, je sais pas si tu vas vouloir l'aborder ou pas. Dis-moi. Mais c'est vrai que ça m'intéresse de savoir. Ça intéresse peut-être d'autres gens. Du coup, toi, comment tu gagnes de l'argent ? Comment je gagne de l'argent, moi personnellement, déjà j'ai mes différents business. Ouais, mais par rapport au LH Comedy Club, comment toi tu... Parce que c'est vrai que ça paraît... tu vois, les gens ils viennent, ils payent juste une conso. Comment toi tu t'arrives à de... En gros, moi du coup, comme j'ai dit, il y avait un projet à court terme et un projet à long terme. Le projet à long terme, c'est de faire un comedy club. Le comedy club, je suis justement en train de le faire avec les déterminés. C'est-à-dire que je suis en train de monter mon étude de marché, mon business plan, tout ça. Donc ça va être à long terme. Ça veut dire que pour l'instant, l'argent des soirées ne va pas faire en sorte que je joue mon comedy club demain. Donc je suis vraiment pas à me dire que je veux me faire de l'argent. Par exemple, c'est comme sur les chapeaux, la plupart des chapeaux, je me ferai pas de l'argent. Mais par contre, derrière, les lieux, pour la plupart des lieux, ils payent la prestation pour leur gars. Pour l'organisation, le fait d'aller ramener les artistes à la gare, les ramener jusqu'à ici, les booker, leur parler, enfin la communication qu'il y a derrière aussi, parce que ça me prend énormément de temps à faire, malgré que j'ai un Bac plus 3, ça me prend un temps monstre à faire ça. Donc ils payent la prestation, je leur facture une prestation, et derrière, moi je viens et je donne mon maximum pour que cette prestation paraisse aux normes, quoi, j'ai envie de dire. Et même moi, comme j'ai dit, c'est pas une prestation non plus monstre, hein, c'est pas un truc de fou, mais c'est juste ce qui me permet, on va dire, de ne pas me retrouver à moins 200. Ça me permet de me retrouver à zéro, on va dire. Sur en tout cas l'essence, tout ça, tous mes rendez-vous, mes différents trucs. Et comme j'ai dit, je suis pas là pour me rendre millionnaire sur ça ou me dire que c'est. Après, le premier temps, c'est aussi de se faire connaître, de faire découvrir. Après, ça va être plus sur le plan personnel, tu vois. Ouais. Ça va être plus sur le plan personnel. Je compte sur justement le LH Comedy Club pour que derrière mes stand-up à moi marchent et que derrière je puisse me faire contacter dans d'autres lieux. Dans d'autres lieux, pas forcément au Havre, mais dans d'autres villes en fait. Parce que c'est là où on va dire que du coup, personnellement, tu gagnes de l'argent. Oui, donc toi, le projet, c'est aussi de faire des stand-up ailleurs. C'est ça, il y a aussi mon projet artistique personnel. C'est ça, donc en fait, je compte sur le LH Comedy Club pour le public à vrai, mais il y a aussi ma personne qui va bouger ailleurs. Par exemple, on m'a proposé un projet à Lille en juin pour aller expliquer à Lille. C'est pour moi, perso, si je ne vais pas aller en mode LH Comedy Club, je vais aller en mode Amar Escobar. Donc c'est vraiment, il y a les deux projets qui font en sorte que pour l'instant, je roule pas sur l'or, mais je suis pas non plus en train de me plaindre, quoi. Ça va. Genre, c'est comme je dis, même côté salaire, je suis encore chez maman, donc j'ai pas forcément de responsabilité. J'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de tout ça. Il faudrait peut-être qu'à un moment, je bouge. Bon, pour toi ou pour elle? Non, ou pour tes parents? Non, pour moi. Pour mes parents surtout, parce que ça prend du temps tout ça. Cette vie-là prend du temps, ça veut dire que des fois je me retrouve à rentrer à 2h, 3h du matin. Et voir les gens rentrer à 2h, 3h du matin, tu te réveilles, tu te dis qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Enfin voilà, donc c'est vite chiant et je pense que plus on va avancer dans le temps, plus ça va être compliqué tout ça. Donc c'est pour ça que même moi, je me suis déjà mis à l'idée en mode, après même si maman va pas être d'accord, maman va pas du tout être d'accord, elle va dire non, tu restes là, ça me dérange pas, rentre par la fenêtre, fais comme le Père Noël par la cheminée, ce que tu veux, mais voilà, tu restes ici. Mais moi c'est vraiment on va dire dans un confort de vie où même il y aura moins de stress, tu vois, c'est vraiment, même si je sais que ma mère, je pourrais faire ce que je veux, mais 14 gardes du corps autour de moi, il y aura toujours tout là, on me dire peut-être qu'il va tomber. Tu vois, c'est les mamans, on pourra rien y faire, C'est ça. Donc c'est pour ça, non, je me dégage pas vraiment d'argent sur ça pour l'instant. Mais on espère, qui sait. Peut-être que demain, je ferai des grandes salles, des trucs comme ça. Et même là, il y a la grande salle qui est en train d'être construite. Oui, c'est tout ce qu'on souhaite. Franchement, c'est tout ce que je me souhaite déjà moi, personnellement. Déjà, ça serait magnifique, on va dire. Ça serait la chose qui pourrait le mieux m'arriver au Havre. Parce qu'après, je sais que derrière, c'est que ça va tout faire décoller derrière aussi. C'est normal. Quand tu prends, on va dire que quand il y a une ville qui te suit, derrière, ça suit partout. Si je vais à Paris demain avec mes 800 abonnés, là, ils vont me regarder, ils vont me dire, mais tu veux quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux? On va par où? Par contre, si je viens demain avec 15 000 abonnés, c'est pas la même chose, c'est pas rien à voir. C'est sûr. Surtout que là-bas, ça va vite. Demain, t'es là et demain, t'es là. Ça va très très vite. Ça veut dire que surtout en stand-up, il y a des humoristes il en sort 10 par jour. Et il y en a 2 qui percent par jour, qui réussissent sur une bonne base à jouer à Montreux dans les gros trucs comme ça. Donc c'est un milieu qui va très très vite. Vraiment, t'es là, t'es bon aujourd'hui, demain t'es nul.
Comme plein d'humoristes aussi, on le voit. Hein. Il y a plein d'humoristes qui étaient des légendes, qui sont vite descendus tout en bas parce que, au bout d'un moment, c'est normal que t'es plus marrant. Quoi. Tu peux pas être à jour tout le temps, tu peux pas être le génie de la blague. Ouais. Donc c'est un métier qui est un petit peu instable, on va dire, sur ça. Le c'est un métier d'artiste. Ouais, c'est un métier d'artiste, hein, mais je trouve que le stand-up, c'est encore plus compliqué. Parce que, on va dire, par exemple, je prends la musique. La musique, c'est des styles de musique qui changent. C'est la mode. Sauf que les blagues, non. Les blagues, le lundi, c'est pas les mêmes, le mardi, c'est pas les mêmes. En fait, à chaque fois, il y a des nouvelles actualités qui font qu'en fait, tu rigoles pas sur la même chose. Tu peux pas. C'est ça, en fait. Tu peux parler du Covid parce que c'est un truc qui a touché tout le monde. Mais si tu vas parler de Marianne, 13 ans, qui s'est cassé la cheville en Val-les-Marne, j'ai envie de te dire, en vrai, de vrai, tout le monde s'en fout. Hein. Ça s'est passé lundi, on est que mardi, mais en vrai, de vrai. Tu vois, c'était marrant hier. T'as loupé le coche. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est un truc assez compliqué. Tu peux vite être très bon et vite redescendre aussi vite que t'es parti. Quoi. C'est pour ça qu'il faut se stabiliser sur plein d'autres choses d'ailleurs après. Parce que c'est vraiment instable, tu vois. C'est comme Jamel, hein. Jamel, s'il serait resté que sur Jamel, donc c'est pour ça qu'il a fait le Marrakech du Rire, Jamel Comedy Club, il a plein de trucs à côté, justement pour vraiment poser les bases. Que ça, c'est Jamel, tu vois. Donc c'est pour ça que, ouais, non, je sais même plus c'était quoi la question. La question, c'était par rapport à comment tu gagnais ta vie par rapport à ça, mais tu as tout à fait répondu. Okay. Et la deuxième question, tu en as aussi en partie répondu, c'est justement sur le projet à long terme, et du coup, c'est d'avoir ton comedy club, donc d'avoir ta salle, je suppose, et puis de pouvoir faire tes événements. Ouais, moi, c'est vraiment d'avoir une salle au Havre, on va dire, un petit lieu local. J'enlèverai pas les stand-up ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, moi, au Havre, je suis vraiment dans une concurrence bienveillante. J'ai pas de complexe avec personne. Moi, c'est comme on travaille avec Pilou, on s'entraide, je donne des conseils, il m'en donne. Si je peux lui rendre service, je lui rends. S'il peut me rendre service, il me rend. Vraiment, on est dans une concurrence très très bienveillante. C'est pour ça que même demain, si j'ai mon comedy club et que demain le Normandie a besoin de programmer des stand-up, je serai là, on va dire. Ça me dérangerait pas du tout. Parce que j'ai pas de complexe d'infériorité ou de trucs en mode me dire si demain je joue mon comedy club, j'arrête tout avec les autres. Bah non, je m'en fiche en vrai. Si demain les gens m'aiment bien, ils viendront. C'est ça que je disais quand je disais. Oui, c'est ça, c'est la personne. C'est ça, c'est ce que je disais la dernière fois du public Cabret. C'est que le public Cabret, il aime les gens. Ça marche beaucoup à l'humain. T'es un bon, on vient voir pour le bon gars. On vient pas voir parce que c'est le LH Comedy Club ou parce que c'est dans un lieu trop bien ou parce que c'est gratuit. Parce que t'es un bon gars principalement. On aime bien ta présence. S'ils n'aimeraient pas leur présence, ils resteraient chez eux. Tu vois. Donc c'est vraiment. C'est pour ça que dans cette optique-là, moi, dans mon Comedy Club, c'est vraiment de me dire, ouais, je veux poser un lieu. Mais c'est pas pour autant que demain, si j'ouvre, j'arrête toute collaboration avec tout le monde. Oui, ça reste. C'est ça en fait. Et même c'est une petite ville en soi. C'est une petite ville, ça veut dire que oui, bien évidemment, je vais faire vite le tour. Mais après moi, j'aurai tout ce qui est à côté, on va dire. Enfin, j'espère d'ici là, j'aurai tout ce qui est à côté pour justement en voir d'autres et des vertes et des pas mûres. Voilà. Ok. Bon, je vais te poser la question fatidique. La question fatidique. La question fatidique. Amar, c'est quoi ta plus grande ou ta plus belle réussite? Ma plus grande ou ma plus belle réussite? Depuis le jour de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, entre guillemets. Là, aujourd'hui, si tu devrais dire une réussite dans ta vie. Je saurais même pas te dire. On a tellement, tu sais, le mec... Ah, tu peux en avoir plein? Non. Franchement, je sais même pas. Ah, la question piège de fou. T'as vu? Ah, c'est une question qui est compliquée. Ma plus grande réussite. Qu'est-ce que pour toi, t'as réussi, là, dans ta vie? Oh, j'ai eu mon bac, déjà. Tu vois? J'ai eu mon bac et je l'ai donné à ma mère. Je lui ai vraiment donné. Hein. Je lui ai ramené le diplôme, je lui ai dit, tiens, c'est pour toi. Si tu le gardes, moi j'en veux pas, j'en ai jamais besoin. Tiens, en vrai de vrai, c'est quelque chose dont on n'a plus forcément besoin parce que ça n'a plus forcément la valeur que ça avait. Mais je dis, tiens, c'est juste pour le principe, t'as eu ton bac. Voilà. Moi je l'ai eu, je t'ai donné. Donc il y a eu ça. Après, il y a eu là, le projet. Là, hein. Franchement, la force que les gens me donnent sur le LH Comedy Club, c'est un truc de ouf. En un mois, plus de 500 abonnés, c'est quelque chose on va dire, énorme, hein, sans vouloir être prétentieux ou quoi que ce soit. Vraiment. J'ai une force que je pense que personne n'a eue sur le Havre depuis un bon moment, depuis Médine. C'est le mec qui remonte à des histoires de ouf. Donc c'est vraiment, je pense que c'est ça, hein, le LH Comedy Club et mon bac. Je ne connais pas d'autres choses, après il y a le permis, il y a plein d'autres choses, on va dire que comme ça, mais ouais non, pour ça je n'ai pas forcément de plus belle réussite. Et selon toi, du coup, quelle serait ta plus belle réussite plus tard dans ta vie? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, quand j'aurais fait ça, j'aurais réussi? Moi, ce sera quand j'aurai mon comedy club en Algérie et mon comedy club en France. Là, c'est bon, là j'ai réussi, c'est bon, je peux dormir sur mes deux oreilles. Okay. J'ai fait mon taf. Après, derrière, il y a plein d'autres choses, hein, mais tu vois, genre vraiment, ce serait mes deux trucs où moi je me dis, ok, c'est où je suis en place dans les deux pays. C'est-à-dire que je suis autant connu là-bas qu'autant connu qu'ici. Donc c'est vraiment, ouais, ça, je pense que ce sera c'est l'objectif. C'est l'objectif final.
C'est vraiment l'objectif final où c'est bon, après ce moment-là, je fermerai tout, je fermerai vraiment et j'irai dormir pendant une semaine. Ça sera vraiment le truc qui me ferait super plaisir. Et qu'est-ce que tu penses de la vision de la réussite qu'on peut avoir en général? Est-ce que tu trouves que c'est... Par exemple, toi, qu'est-ce que tu penses de la réussite et qu'est-ce que tu penses qu'on voit de l'extérieur par rapport à ça? Pour la plupart des gens, moi ça me touche pas personnellement sur ça, mais les gens ils pensent que la réussite c'est facile parce qu'ils voient que le haut de l'iceberg. Ils voient pas tout ce qu'il y a en bas. Par exemple, quand les gens ils voient 500 abonnés, ils se disent ouais, ça a dû être trop facile, ou c'est Insta, ou c'est des réseaux. Non. Mais tu vois pas que j'ai pas dormi des fois pour des flyers, ou juste pour, on va dire, bien gérer mes publications, bien les poser à une heure là, connaître mes audiences, mes statistiques, pour bien que je les poste à une heure où tous les gens sont connectés. Genre vraiment, il y a tout un travail de fond, ou même genre d'aller voir les patrons à une bonne heure, parce que des fois, les mecs, ils ont pas envie de parler, tu vois. Genre, d'aller les voir à un bon moment, ou d'avoir le bon réseau pour la bonne personne pour être en contact avec lui. Enfin, vraiment, ça peut... La plupart des gens, en général, ils voient que le haut de l'iceberg. Après, c'est ce qu'on montre aussi. Si on devait montrer tout le travail, il y a beaucoup de gens qui... Après, justement, est-ce que tu penses, toi, qu'il faut montrer un peu le travail? Est-ce qu'il faut pas le montrer? Parce que c'est vrai qu'on ne montre pas beaucoup le travail sur les réseaux. C'est Insta, souvent, tu vois Insta, c'est comme ça. Insta, c'est que la réussite. Ils ne montrent que les réussites. Mais toi, est-ce que tu penses qu'il faudrait montrer plus ce qu'il y a derrière ou pas? Ou pas? Non, moi, je pense pas forcément, parce que les gens, ce serait pas ce qui les intéresserait. On est dans un monde où ils sont dans la surconsommation, tu vois. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir ta réussite. Après, le reste, on s'en fiche un peu. Ah, t'es passé par 4000 échecs avant de réussir, là, on s'en fiche. Parle-moi de cette réussite-là, tu vois, genre, on s'en fiche de tout le reste. Donc, non, je pense pas que ça intéresserait les gens, forcément. Après, est-ce que ça peut pousser des gens à y aller? Je pense pas aussi. Ça va pousser de motiver beaucoup de choses, en vrai, de vrai, tu vois. Quand juste le fait, entre septembre, où j'ai repris le stand-up, et au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà eu une dizaine de galères. Rien qu'avec les premières personnes avec qui j'ai commencé. Tu vois, genre, ça s'est pas mal passé, mais en soi, j'ai rencontré les mauvaises personnes. On peut dire ça comme ça, tu vois. Donc, rien que ça aurait pu, entre grandes guillemets, être un gros échec. Si ça me serait tombé dessus, en tout cas. Tu vois, parce que j'ai rencontré les mauvaises personnes, j'ai joué avec les mauvaises personnes. C'était pas des personnes non plus à fréquenter, sauf que moi, je ne savais pas. Tu vois, donc vraiment, je pense que ça aurait pu être un gros échec, pour moi en tout cas. Pour mon image, parce que moi, j'ai toujours fait attention à mon image. Toujours fait attention à qui je fréquente, même si je suis quelqu'un de très naturel, hein, ça veut dire que je m'arrête pas à la couleur de peau, à l'origine, ce que tu penses, ce que tu penses pas. Moi, tant que t'es un bon gars, que tu me fais rigoler, je m'en fiche. Tu vois, comment t'es avec les autres, je m'en fiche. Genre moi, c'est moi le principal. On s'entend bien, on marche ensemble, on s'entend pas bien. Par contre, derrière, prends la rue à gauche, moi je prends la rue à droite. Tu vois, c'est ça, voilà, fin de l'histoire. Mais c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, tu vois, genre, voilà. J'ai mis un cours, j'ai dit, vas-y, ok, c'est pas grave, je ferai mon projet tout seul de mon côté, y a pas de souci, tu vois. Donc c'est vraiment, comme quoi après, c'était comme ça, c'est le chemin, il est semé d'embûches, comme on dit. Tu vois, demain, je peux rencontrer n'importe quel problème. Demain, tous les patrons avec qui je taffe, ils peuvent se réveiller et se dire, ok, je travaille plus avec lui. Tu vois, qu'est-ce que je fais, moi, de mon côté? Tu vois, parce que c'est que des beaux lieux, pratiquement, que j'ai. Donc, moi, de mon côté, qu'est-ce que je vais aller faire de la concurrence à Pilou? C'est pas intéressant pour moi. Moi, ça m'intéresse pas. Du coup, tu vois, voilà, en gros, tu vois. C'est vraiment, c'est un chemin qui est pas très sûr. Et c'est comme l'entrepreneuriat en général, tu vois. Tu mets tes pieds sur du verre. Tu vois, tu sais pas forcément lequel va te rentrer dans le pied, mais au bout d'un moment, quand il va te rentrer dans le pied, tu vas le sentir. Donc c'est vraiment essayer de prévoir aussi ces trucs-là, même si c'est imprévisible. De prévoir tous les problèmes, de pouvoir anticiper, de pouvoir anticiper au minimum. Tu vois, vraiment de se dire, même si tu peux pas tout anticiper, il faut forcément que tu fasses des erreurs. Et puis il va y avoir des surprises, des choses que tu vas pas t'attendre. Tu vois, là, j'ai 4 dates, 4 dates en février. Je sais que les 4 dates, en vrai de vrai, je suis déjà en train de me chier dessus, tu vois. Parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même responsabilité que juste de venir jouer et de partir. Là, je ramène une presta, je ramène des gens. C'est-à-dire, je me porte garant pour ces gens-là. C'est-à-dire que même moi, pour mon humour, je me porte garant. Je me porte garant qu'il y aura du monde qui vont venir aussi. C'est-à-dire que si demain j'arrive dans des lieux à 10 personnes, tu vois, comment je fais? Je peux pas les inventer, les 30 autres personnes. Non, tu peux pas les faire. C'est vraiment ça aussi, tu vois. Et ça, je pense pas que les gens ils veulent le voir. Même si ils aimeraient bien un petit montage, tu sais, de toutes les galères que j'ai passées, de tout ça, parce que ça fait un petit peu le mec qui a réussi sa vie. Mais on n'en est pas encore là. Mais par contre, je le ferai le jour où j'aurai 2 comedy clubs. Ouais, là, ça sera, là, tu pourras tout déballer. Là, je pourrais le faire, tu vois. Ouais. Je pourrais le faire. Donc, ouais, non, c'est. Je pense pas que c'est forcément ce qu'ils attendent, les gens.
Je pense qu'il faut rester comme ça. Ouais, faut rester comme ça. C'est ce qu'ils aiment, c'est ce qui marche. C'est ce qui se fait, tu vois. C'est comme si demain, Nike, sur leur t-shirt, ils te mettaient le modèle de fabrication de leur t-shirt. Tu vois. Genre tous les passages où ils passaient. Ah non, c'est pas forcément intéressant. Donc souvent, c'est des beaux modèles, des beaux designs, des trucs en mode qu'on peut mettre. Ouais. C'est vraiment ça. C'est un petit peu pareil pour tout. Hein. C'est pour ça que derrière aussi, jamais ils te parlent de où c'est fabriqué, jamais ils te parlent de comment ils font. Parce qu'on s'en fiche en vrai de vrai. Tu viens, tu payes ton t-shirt, tu rentres chez toi. C'est comme ça, on est dans une société comme ça. Société de surconsommation. Tu vois, malheureusement, c'est comme ça, on peut rien y faire. Tu vois, c'est comme tout, hein, je te prends l'exemple simple. Demain, je casse ce téléphone-là. Ouais. Il est mort. Qu'est-ce que je fais? Tu vas racheter un. Je vais en racheter un. Ouais. Au qui a 40 ans, 50 ans en arrière, qu'est-ce qu'ils faisaient, les mecs? Ils allaient dans leur garage, ils les réparaient comme ils pouvaient avec des bouts de. Je prends le téléphone, mais ça aurait pu être un vélo, Non, il y a plein une de voiture, choses, tu vois. mais oui. Mais en général, tu vois. Aujourd'hui, on casse quelque chose, on va en racheter un autre. Au qu'avant, non, c'était vraiment avant, c'était la débrouille. C'était OK, je vais remettre un bout de métal avec un petit peu de colle, ça va tenir. Tu vois. Donc rien que ça, tu vois. Tu vois comme quoi dans une société, c'est vraiment OK. Je consomme, Ouais, et puis c'est rapide, quoi. Faut aller vite. Ouais, et je me pose la question de j'ai plus d'argent. Ouais. J'ai plus d'argent, comment je fais? Donc c'est. Ouais, non, franchement. Faut que les gens ils s'enlèvent cette idée-là de la tête. Hein, mais après, faut en être conscient aussi. Parce que c'est bien de se lancer dans quelque chose, mais il faut être conscient que la vie. Y a plein de gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Rien que, j'ai créé le compte Insta à 23h. Le lendemain, à 10h, il y avait un post sur Insta d'un mec qui a dit concept plagié et tout. Ah ouais, direct. Ah ouais, genre vraiment. Ouais. Tu vois, genre vraiment. Donc c'est pour ça que je te dis que la truc, elle s'en met d'embûche. Genre, t'auras forcément des gens qui vont être contre toi, forcément des gens qui vont pas t'aimer ou que t'as rien demandé. Il y en a plein de gens comme ça, genre, par exemple sur le Havre. Sur le Havre, il y a plein de gens, je sais qu'ils me détestent. Mais pourtant, je leur ai jamais rien fait. Même pas un mot de travers, tu vois, genre même pas genre un regard de travers ou je regarde mal ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des gens qui sont comme ça. On peut rien y faire. C'est où tu vis avec ou tu subis. Tu vois. Et ça, c'est partout comme ça. Dans l'entrepreneuriat, dans le monde du salariat, dans l'associatif, dans le monde en général. Tu vois, genre. Donc toi, tu t'arrives à faire abstraction et puis. Moi, je fais 100% abstraction. Moi, quelqu'un qui me déteste, je lui souris, je lui fais un sourire. Tu veux pas me sourire, c'est pas grave, tu feras le méchant tout seul d'ailleurs. Tu vois, genre, c'est vraiment. Tu veux pas perdre d'énergie non plus. J'ai rien à prouver. Tu vois, il y a personne qui m'impressionne. Je reste très terre à terre avec les gens, entre guillemets. Moi, tout le monde. J'ai aucun complexe. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, j'ai aucun complexe. C'est-à-dire que tu peux être n'importe qui, aux plus basses échelles de la société. Genre, je vais te considérer comme la plus grande des restas. Alors, je m'en fiche totalement. Parce que, qu'est-ce que ça vaut en vrai? Demain, tu peux être là et demain, tu peux être tout le temps. Il n'y a rien qui te dit, qui te certifie comme quoi tu seras. À part quand tu es Bernard Arnault ou là, il y a un multimilliardaire où tu sais comme quoi, voilà, pour que tu perdes tout, il faut vraiment que tu vas le Il y a un truc vraiment grave. Il y a un truc vraiment grave, tu vois, une explosion nucléaire, je sais pas, un truc de ouf, tu vois. C'est à part dans ces conditions-là. Mais il n'y a pas beaucoup de monde sur Terre qui sont comme ça. C'est clair. Amar, est-ce que tu auras un dernier mot à faire passer aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent? Je regarde la caméra. Tu peux regarder la caméra. Je vous attends sur mon compte Instagram. LH, ça s'écrit LH-du-bas Comedy Club. Ne vous trompez pas, c'est bien Comedy Club. Et franchement, je veux dire que je kiffe le Havre, qu'un jour, sûrement, je deviendrai maire. Votez pour moi. Tu prépares déjà Je prépare mes élections pour 2046. Mais en gros, ouais, voilà, merci à toi de m'avoir invité. Franchement, c'était cool. C'était mon premier. Ouais. L'honneur d'être le premier. Bon, ça va, t'es très à l'aise. Ouais, non, j'ai pas de soucis. Franchement, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose on va pas dire de nouveau, mais c'est comme si je parlais avec toi en vrai. Ouais. Non, la caméra, elle est pas là, juste c'est ça, un le gros but, flash c'est dans de les parler, yeux. et puis, C'est le ça, on soleil voit qui pas, tape là, on voit on est à la plage en vrai. On est en train de bronzer. C'est un fond vert là, il n'y a pas de Normandie. Il n'y a rien. Donc, Non, mais du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, du coup, tu as mis ton compte Insta. Ouais. Je le mettrai en description, comme d'habitude. C'est quoi la prochaine date, la première date où on peut retrouver? La première date, on peut le dire, c'est le 8 février, c'est en Normandie. Là, on peut le dire parce que c'est une des seules dates où on a le flyer pour l'instant qui est déjà acté, donc ça veut dire que ça va arriver dans les prochains jours. Pour réserver, faut réserver, c'est ça? C'est sur le site du Normandie, donc faut réserver à l'avance, préparez de l'espèce. Toujours, quand vous venez mes spectacles, préparez de l'espèce, c'est important pour le chapeau, pour les artistes, pour remercier les artistes. On n'est pas en train de gratter, mais c'est juste un petit peu comme ça, c'est pour le défraiement, pour tout ça, donc c'est pour eux. Moi, je prendrai rien dessus, je vous promets. Voilà. Non, en plus, c'est dans un super lieu. Non, franchement, on enregistre ici, c'est le Théâtre de Normandie. Qui est plein d'histoires. Ouais. J'avais fait le deuxième épisode de la première saison du podcast, c'était avec Jesse. Jesse que j'avais interviewé, où il nous parle justement de l'histoire du Normandie. Ouais, puis non, de franchement, la formation. allez la voir. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'histoires à connaître. Ouais. Je ne vais pas vous expliquer l'histoire, mais. Non, mais Jesse, ouais, c'est un super gars. Là, juste là, il y avait les nazis, là. Juste là. Ça, c'est vrai, hein, il y a un moment de l'histoire, il y avait des nazis, là. Ouais. C'est genre là où on est, il y avait des nazis. Donc, c'est fort en histoire, c'est plein
de story. Il y a la BD qui va sortir aussi bientôt. Il y a plein de choses avec le Normandie. Il y a vraiment plein de choses. Donc c'est bien pour faire. Enfin, le lieu est bien adapté en plus pour. Super bien adapté pour du ce stand-up. type de projet. Et encore plus derrière. Là, on voit pas comme ça, mais là derrière, il y a une salle qui est gigantesque, qui est vouée à finir normalement en 2024. Et on espère s'y produire aussi. Mais en tout cas, suivez la page et vous serez au courant de tout. En tout cas, merci. C'était super cool. Nickel. Amar, dernière petite question. Okay. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller pour un prochain épisode? Quelqu'un qui, pour toi, sur le Havre, ou pas forcément, t'inspire et que tu trouves que ce sera intéressant, qui parle un petit peu de ce qu'il fait et puis ses réussites. Est-ce que tu penserais à quelqu'un ou pas? Comme ça, de tête. Tu veux quel type de personne? Artiste Toute personne. Il y a tout le monde qui est le bienvenu sur le podcast. Le but, c'est que ça soit une personne qui a des choses intéressantes à dire, forcément, qui puisse inspirer aussi des gens qui regardent ou qui écoutent le podcast. Je pense Ismaël Abia. Ouais. Ismaël Abia. Ou on a un chanteur, Anna Lotfi, du coup. Ou Pilou, on aurait pu faire avec Pilou, c'est vrai, on aurait dû l'inviter, Pilou. Pilou, il y avait Pilou qui aurait pu venir, parce que Pilou fait un peu la même chose que moi, sur le Havre, donc on aurait pu l'inviter. Ça aurait été cool, en tout cas deux, ça aurait pas gêné en vrai de vrai. Donc non. Pilou, Anna Lotfi en tant que chanteur, ou Ismaël Abia. Ismaël Abia, je pense, c'est l'archive. Tu vois, c'est le mec, ça fait 25, 20 ans peut-être qu'il fait ça, donc vraiment, je pense que ce serait cool d'entendre Ismaël Abia. C'est celui qui m'a formé aussi. Donc en vrai de vrai, ce serait, je pense, la personne adéquate, en tout cas, de parler d'improvisation. Maintenant qu'on a parlé stand-up, on peut parler d'improvisation. Et de plein d'autres choses à la fois aussi derrière. Donc Ismaël Abia, je pense que ce serait pas mal. D'accord. Bon, bah écoute, je vais vous contacter et puis on verra s'ils acceptent l'invitation, s'ils viennent enregistrer un épisode avec moi. En tout cas, ce sera avec plaisir que je serai ravi de vous accueillir sur le podcast. Je vous conseille, les gars. Nickel. Il y a de la super eau ici. Ouais, très bonne. Bon, en tout cas, suivez le Normandie, suivez le LH Comedy Club, suivez la page Les Artisans de la Réussite sur Instagram, c'est important aussi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous sur Spotify, sur Deezer. Abonnez-vous. Voilà, mettez en commentaire, dites ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci. La scène, donc normalement, t'es toujours prêt. Je suis improvisateur surtout. Encore un stand-upper, tu peux lui dire, c'est... L'impro, c'est mon délire, ça veut dire, il n'y a même pas besoin de préparation. Ouais. On y va direct. Tu pars si tu veux dire un petit mot. Tu es le bienvenu, Alexandre. C'est le mec de l'ombre, tu peux pas. Ouais, c'est les gars de l'ombre. C'est les secrets du Normandie, ça. T'imagines sur scène comment c'est? On est deux. Mais est-ce que des fois c'est pas plus dur quand t'as un petit public que d'un gros? Je sais pas. Hein. Le plus compliqué, je pense que c'est le petit public. Ouais. Je pense que c'est le petit public, parce que le petit public, il est beaucoup plus cocooning, mais du coup, il ressent beaucoup plus les blagues. En gros, ça veut dire que... Oui, si t'as un truc qui marche pas... C'est ça, tu vas le voir direct. Ouais. Parce que, en fait, là, si t'as un groupe de 20 personnes, mais vous êtes 60 qui rigolent, tu vois pas comme quoi il y a 60 personnes, il y a 40 personnes qui rigolent pas. Tu vois. Mais quand t'as 10 personnes en face de toi et que t'en as qu'un qui rigole, tu vois tout de suite la diff, tu vois, genre c'est pas pareil, tu vois, la différence elle est énorme. Donc ouais, le plus compliqué je pense c'est le petit public. Par contre le public dès que tu l'as c'est fini derrière, les gens après ils sont naturels, c'est un petit groupe quoi, ils s'influencent entre eux. Donc ouais non franchement, le petit public c'est plus compliqué. C'est même où il y a le plus de stress parce que très souvent quand c'est petit public, c'est là où il y a des gens que tu connais, tu les vois, tu les repères. Tu les repères, c'est ça le pire et c'est là où il y a un stress autre pour moi qui fait que c'est plus compliqué un peu le petit public. Ouais. Mais après, ça change rien après. Hein. Genre, en vrai de vrai, t'en as qui vont stresser devant 800 personnes et d'autres qui vont paniquer devant 2. Donc, ça dépend de chacun. Moi, je trouve que public, c'est plus compliqué. Ok. Ouais. Surtout que très souvent, c'est une petite salle. Ouais. Enfin, j'espère pas genre une grande salle où il y a que 10 personnes pour un spectacle. je pense que déjà, au niveau de l'organisation, il y a un problème. Il y a un problème. Ça va pas être rentable le truc là. Ça va pas du tout être rentable. Du coup, très souvent, c'est petit. Et, tu vois, tu fais une blague et le mec, il est là. Ouais. Donc c'est vraiment, si t'es en face à face, t'es en one-to-one presque en fait. Ouais. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué quand même du public. Okay. Mais bon, on fait avec. C'est ça. On est au Havre, on n'est pas non plus... T'es pas... Non, mais bon, tout ce que je te souhaite. Bon allez, on va commencer. On va refaire histoire, une intro un peu directe. Coupé. Coupé. Bon bah nickel.